Lors du dernier épisode d'Éclaircissement, nous avions parlé de l'infiniment grand. Les planètes, les étoiles, les galaxies. Cette fois-ci, nous allons étudier l'opposé, l'infiniment petit ou presque. Nous allons parler des micro-organismes et autres particules microscopiques. Commençons par une définition. Un micro-organisme, plus communément appelé microbe, est un être vivant unicellulaire, invisible à l'œil nu, que l'on peut observer à l'aide d'un microscope. On y trouve par exemple les bactéries, les champignons, les levures ou encore les planctons. Les virus doivent être considérés à part, ce sont des parasites qui nécessitent une cellule hôte pour se développer. La première personne à avoir pu observer des micro-organismes est le Hollandais Antony van Leeuwenhoek. C'est lui qui est considéré à ce jour comme étant l'inventeur du microscope. Il a commencé à en fabriquer en 1671 et 3 ans plus tard, il décrit déjà ses premières observations des globules rouges. Commençons par nous pencher sur les bactéries. Elles sont de type prokaryote. Cela signifie qu'elles n'ont pas de noyau. On y trouve chez elles deux grands types de morphologie. Les coques, qui sont sphériques, et les bacilles, qui sont droits et fins. Voyons ça sur un schéma. Ici se trouve la membrane plasmique. Elle sépare le cytoplasme du milieu extérieur. Le matériel génétique, appelé nucléoïde, se trouve ici. Il baigne directement dans le cytoplasme et n'est pas entouré par une membrane nucléaire. Autour de la membrane plasmique se situe la paroi cellulaire, et cette dernière est entourée de la capsule. Là se trouve le mésosome, qui est un repliement de la membrane plasmique. Ça, ce sont des ribosomes qui jouent un rôle dans la synthèse des protéines, et enfin, le flagelle qui assure la mobilité de la bactérie. Bien sûr, nous savons que les bactéries jouent un rôle important dans les maladies. Ce sont elles qui la plupart du temps en sont la cause. Malgré cela, elles ne sont pas toutes pathogènes. Certaines d'entre elles sont même bénéfiques pour l'homme et les animaux. C'est le cas par exemple d'Escherichia coli. Escherichia coli est une bactérie non pathogène qui représente environ 80% de la flore intestinale chez l'être humain, ce qui empêche la prolifération d'autres bactéries. Elle joue un rôle dans la production de la vitamine K et dans la coagulation du sang. Les 37 degrés de l'homme sont l'une des conditions propices à son développement. Mais leur environnement ne se limite pas seulement au corps humain. Il y en a partout. Dans l'air, sur le sol, dans l'eau, dans la nourriture. Certaines d'entre elles sont nécessaires à la fabrication des aliments. Le genre Lactobacillus par exemple est utile dans la production de fromage, de yaourt ou de vin. Celles présentes dans le sol sont utiles pour la biodégradation. Elles dégradent les matériaux organiques, les utilisent comme nutriments et peuvent ainsi se développer. Il existe également des bactéries dites extrémophiles. Elles se développent dans un environnement qui serait invivable pour un autre organisme. On y trouve par exemple les bactéries thermophiles, capables de vivre à des températures élevées, 50 degrés ou plus. Acidophiles, capables de vivre à des pH faibles. Ou halophiles, capables de vivre dans un milieu à forte concentration de sel. On conclut cette partie en citant quelques exemples de bactéries pathogènes de maladies connues. Yersinia pestis est responsable de la peste. La pandémie de peste noire a fait environ 25 millions de morts en Europe au milieu du XIVe siècle. Vibrio cholerae, responsable du choléra, fait encore à notre époque des milliers de morts par an. Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, est responsable de la tuberculose. Mycobacterium leprae provoque la lèpre chez l'homme. Penchons-nous à présent sur les cellules qui composent les êtres vivants tels que les plantes, les champignons ou encore les animaux. Nous avons tout à l'heure observé le schéma d'une cellule prokaryote. Voyons maintenant celui d'une cellule eucaryote. On retrouve la membrane plasmique, le cytoplasme, les ribosomes. Cette fois-ci, le nucléole est entouré d'une membrane nucléaire qui forme le noyau. Cette structure est le réticulum endoplasmique dit granuleux, car les ribosomes sont fixés dessus. Il assure un rôle dans la synthèse des protéines. Ici, c'est le réticulum endoplasmique lisse cette fois-ci. Il sert à fabriquer les lipides et les protéines qui transiteront par l'appareil de Golgi. Ici, ce sont les mitochondries. Elles sont responsables de la production énergétique de la cellule. Elles convertissent le glucose via des enzymes en molécules énergétiques. Là, on peut voir une vacuole. Elle maintient à l'intérieur des cellules végétales une pression suffisante. Là, c'est un lysosome. Sa fonction est l'élimination des déchets intracellulaires. Et enfin, le centrosome qui joue un rôle lors de la division cellulaire. C'est un exemple de cellule parmi les milliards qui forment votre organisme.
et comme vous le voyez, son contenu est plus riche que celui d'une cellule procaryote. Les virus ne sont pas des micro-organismes. Ils sont dits acaryotes car ils sont dépourvus de noyaux et forment un groupe unique d'agents infectieux. Ils sont incapables de se multiplier à l'extérieur des cellules car ils ne possèdent ni l'équipement enzymatique nécessaire à la production d'énergie, ni les ribosomes et pas non plus d'organites cellulaires comme ceux que nous avons pu voir juste avant. Étant beaucoup plus petits qu'une cellule, leur mode opératoire consiste à s'introduire dans l'une d'elles pour en détourner le fonctionnement et en exploiter les ressources produites par celle-ci. Suite à cela, il peut créer une autre entité virale ou virion. On appelle ce phénomène la réplication. Vous en savez un peu plus maintenant sur le monde de l'invisible qui nous entoure tous. Pour limiter les risques d'infection, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'éclaircissement.